Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Saviez-vous que les personnes en situation de handicap mental, visuel ou moteur représentent plus d'un quart de la population française ? Quand une personne en situation de handicap voyage, elle ne voyage jamais seule. Elle est accompagnée d'au moins une personne. Ces personnes souhaitent pouvoir vivre des expériences enrichissantes comme tout le monde, avoir accès à des activités comme tout le monde, ce qui, à mes yeux, est tout à fait normal. Et pourtant, l'accessibilité est encore trop limitée. Pourquoi ? Manque de connaissances ? Manque de formation ? Des peurs ou des préjugés ? Quelles que soient les raisons, le tourisme positif se doit d'être humaniste, inclusif, non culpabilisant et il doit permettre de réduire les différences. À l'occasion des rencontres de Défimed en décembre 2022, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 2 personnes engagées au quotidien dans un tourisme porteur de sens où l'on se reconnecte au vivant, à la relation à l'autre, avec la nature. J'espère qu'à travers leurs témoignages, ils vous donneront l'envie, si ce n'est pas le cas déjà, d'aller plus loin dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Il y aura besoin, certes, d'investissement, mais surtout de sensibilisation, de formation de ces équipes pour les accueillir dans les meilleures conditions. Cela nous apprend à tous à passer au-delà de l'handicap pour finalement être au cœur de nos métiers, l'hospitalité, cette rencontre vers l'autre qui a un impact positif sur la vie. Alors pourquoi s'en priver ? Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Florian, comment vas-tu ? Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bonjour, donc je suis Florian et cofondateur de la start-up Activandi, qui du coup propose des activités pour les personnes en situation de handicap et des séjours multi-activités sportifs pour les personnes en situation de handicap. Alors tu peux nous en dire un peu plus parce qu'on parle dans le tourisme souvent du tourisme, de l'écotourisme, etc. Mais on a tendance à mettre de côté les personnes à mobilité réduite ou avec des formes d'handicap, etc. Alors que ça concerne beaucoup de monde, ça concerne les handicapés mais aussi leur entourage direct. Et eux, il n'y a pas forcément la possibilité de faire du sport comme tu le fais, toi. Hein, je t'ai vu courir ce matin, etc. Speedy Gonzalez, Zong. Okay. Et je me disais, pourquoi tu fais ça d'ailleurs ? Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est venu d'une reconversion professionnelle un peu par hasard pour travailler sur la conception de produits sportifs. Et durant cette partie de ma vie, du coup, on me s'est rendu compte que concevoir un équipement sportif pour une cible en particulier, du coup, de nouveaux usages se créent, sans forcément qu'on ait besoin d'aller les chercher. Et je prends un exemple, sur Activandi, on a des tracés de balade accessibles qu'on a testés avec un fauteuil roulant manuel. Et du coup, de fait, des personnes âgées utilisent, des gens qui font de la marche nordique, des familles avec des poussettes, ou même des jeunes enfants, puisque du coup il n'y a pas de dénivelé, c'est carrossable, donc les enfants ne vont pas hurler parce qu'elle va durer 3 heures la balade. Donc du coup on s'est rendu compte que d'une seule chose, on en fait plusieurs. Et tu prends l'exemple d'un hébergement touristique, tu fais une rampe, certes le fauteuil roulant va passer, la poussette va passer, le déambulateur, mais aussi quelqu'un qui a une grosse valise va pouvoir aussi utiliser cette rampe. Donc du coup c'est ce que j'appelle l'accessibilité universelle, le confort pour tous. Et du coup on le retrouve dans le sport, on le retrouve dans l'accessibilité d'hébergement touristique. Et puis dans le tourisme, souvent il y a des gros acteurs qui ont largement les moyens de faire accessible, mais un gîte ou une chambre d'hôte qui fait l'effort de faire de l'accessibilité, moi je trouve que c'est bien plus pertinent.
D'ailleurs, notre gamme de séjours, on l'appelait Active Experience et pas séjour adapté, parce que vraiment, on veut que les gens vivent une expérience, une nouvelle expérience avec des activités. Et du coup, on mixe activités payantes, parapente, kayak, rafting, et des activités plus gratuites, une aire de jeu adaptée, par exemple, ou du coup nos balades aussi qu'on complète, histoire d'avoir à la fois du payant, du fun, mais aussi du calme, et pour pouvoir vraiment découvrir le territoire. Alors à ton avis, pourquoi justement dans le tourisme, on n'a pas pris conscience qu'il y a des touristes avec des handicaps et qu'on les met de côté? Pourquoi on ne s'engage pas justement ça? Pourtant, il y a des obligations, non comment ça s'appelle, le RP ou le... Oui, mais il y a aussi, moi en tant qu'hôtelier, j'ai des obligations d'avoir des toilettes, etc. Et malgré tout, on n'arrive pas à aller plus loin. C'est quoi le blocage? Alors je dirais qu'effectivement, il y a peut-être plusieurs blocages. Le premier, c'est qu'on ne connaît pas trop cette population et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, tant pour d'accueillir, pour aménager, héberger. Et puis il y a effectivement la norme, donc le label tourisme et handicap, donc qui a l'importance, le fait qu'il soit reconnu, du coup ça sécurise les gens. Mais c'est un label qui est parfois complexe à mettre en place, où il n'y a pas forcément d'aide financière. Par exemple, pour une personne qui voudrait avoir le label pour 4 handicaps, donc mental, visuel, auditif, moteur, on a un de nos amis qui a mis 40 000 € de sa poche d'investissement. Et du coup, c'est souvent de lourds investissements, il n'y a pas d'aide, et du coup, ça fait peur. Parce que quand on parle handicap, souvent les gens le résument au fauteuil roulant. Donc du coup, de rampe, d'aménagement, de plateforme, d'ascenseur, et du coup, ils voient les chiffres s'aligner. Alors que, je vais prendre l'extrait, mais j'ai pas envie de caricaturer, mais quelqu'un qui a un handicap mental, il n'a pas besoin de tout ça. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques, qui a du mal à se marcher, à se mouvoir, du coup il n'a pas besoin non plus d'avoir plein d'aménagements. Donc c'est aussi comme dans le sport. Par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant peut faire du rafting. Il faut juste le prendre depuis le haut de la berge jusque dans le bateau, et dans le bateau il reste assis au milieu. Alors, c'est peut-être pas très confortable, mais il peut faire l'activité. Donc je pense qu'il y a ces deux notions, la notion norme qui peut faire peur, et puis cette notion de dire je ne sais pas trop comment les toucher quand même, parce que c'est un quart de la population française. Dans l'Union européenne, on en compte 80 millions, donc c'est des gens qui ont envie de voyager. Un quart de la population française? Oui, et encore, je ne parle pas des personnes âgées qui vont être de plus en plus présents. En 2007, l'Office du tourisme allemand disait que 30% de personnes handicapées allemandes voyageraient plus s'ils savaient quoi faire dans les territoires. Donc ça laisse le champ des possibilités immense. Donc économiquement c'est un marché énorme. Mais je pense que, je me souviens moi de mon expérience en Polynésie, où les personnes handicapées on ne les montrait pas. Donc il y a des aspects culturels, et puis aussi quand on n'est pas handicapé, on ne sait pas forcément comment gérer une personne avec un handicap. Et donc on a peur. Comment tu penses qu'on peut justement aller au-delà de ces peurs? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de la sensibilisation? Est-ce que justement c'est de la rencontre? Alors je pense que c'est un peu de tout ça. Puisque nous, des fois, on accompagne des festivals et on dit aux bénévoles, on dit mais c'est des gens comme tout le monde. Seulement, c'est qu'il ne pourra pas faire la queue au pied de l'escalier, il devra forcément passer par l'ascenseur et du coup couper un peu la file. Donc je pense qu'effectivement, il y a une partie sensibilisation. Formation, c'est plus à mon avis dans la partie purement sportive. Comment tu enseignes à quelqu'un à qui il manque un bras d'aller faire du kayak, par exemple. Donc ça existe. Donc je pense qu'effectivement, il y a une partie sensibilisation et puis effectivement aller rencontrer les gens sur le terrain. Parce que déjà les rassurer, tout de suite ils vont se dire mais non, c'est pas possible, je peux pas. Je dis si, commence déjà par un handicap mental, psychique, à la rigueur auditif, visuel dans un deuxième temps, et puis après handicap moteur. Mais il y a une chose à laquelle il ne faut pas oublier, c'est qu'une personne handicapée voyagera toujours avec quelqu'un. Ils sont au moins deux. Et du coup, l'accompagnant souvent connaît la personne qui l'accompagne. Moi, ma chérie, elle est en fauteuil roulant, et elle a pu tester du chien de traîneau, de l'ULM, du ski nautique adapté, et à chaque fois, c'est pas toujours facile, mais à chaque fois on s'est adapté pour pouvoir pratiquer l'activité. Mais juste le fait de pouvoir faire du ski nautique, par exemple, les gens se disent d'accord, il y a un peu de cailloux, ok, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'à l'embarcadère, mais je peux faire du ski nautique. Et ça, c'est juste génial, quoi. Alors, justement, quel est le retour d'expérience des personnes qui vivent ces expériences sportives? Ils ont la banane parce qu'ils peuvent faire des choses comme toi et moi? C'est ça, mais ils ont la banane, ils ont envie d'y retourner. Il y a une dame qui nous a écrit il y a quelques temps, elle est hémiplégique,
et dit mais je cherche à faire de l'aviron. Donc l'hémiplégie, c'est que tu as tout ton côté droit, jambes et bras qui ne marchent pas. Donc va faire de l'aviron alors qu'il faut tes deux bras. Et du coup, nous, on a pu trouver un club qui a construit, qui a imaginé un système pour relier les deux rames. Et depuis, cette dame, elle prend des cours pour faire de l'aviron toute seule sur le lac d'Annecy. Et voilà, ça, on en est fiers. On a même réussi à envoyer un couple de personnes âgées, donc le monsieur est en fauteuil roulant, il ne peut pas bouger du tout, en Inde, au fin fond du Rajasthan, faire du coup un peu d'écotourisme et visiter les monuments. Et du coup, ils ont été ravis et ils veulent repartir, mais en Islande cette fois-ci. Donc... C'est super, c'est génial. Donc, voilà. Hein, c'est de retrouver du sens, de redonner du sens à sa vie et de passer au-dessus de l'handicap. De vivre normalement. Oui. On se rend compte que des jeunes qu'on connaît qui étaient valides, qui sont devenus handicapés suite à une maladie ou un accident, ils revivent. Nous, on a nos amis, ils travaillaient dans le BTP, les espaces verts, mini-pelleteuses, tout ça. Bon, ils fumaient, ils faisaient pas de sport. Maintenant, il a une prothèse à une jambe et il est double champion de France de snowboard handicapé. Alors qu'il faisait jamais de sport et jamais il irait en équipe de France. Et voilà. Et donc du coup, ça forge le caractère, ça forge les convictions et on les voit. Ma chérie, elle a peur de l'eau, elle a fait du ski nautique, elle a le vertige, elle a fait de l'ULM. Donc on voit qu'ils ont envie de vivre ces nouvelles expériences et de pouvoir en profiter comme tout le monde. Et toi, personnellement, quel impact ça a sur toi justement d'avoir développé cette activité? Est-ce que ça t'a transformé? Alors ça m'a transformé plus qu'avant. Du coup, j'imaginais juste faire du ski, faire des activités, mais d'arriver à faire des séjours. Maintenant, on embarque des grands groupes avec nous. On embarque le groupe Décathlon, on embarque le groupe Intersport. On a des partenaires hors de la France, outre-Atlantique. Donc du coup, de pouvoir voir ces gens qui se dit on peut faire du sport et on peut goupiller un hébergement, un sport et puis d'avancer. Donc je pense que c'est une petite fierté quand même de pouvoir arriver à faire ça. On a été créé en août 2019, 6 mois avant le Covid. On a créé nos plateformes de séjour durant le Covid. Et du coup maintenant en plus on accompagne des stations pour développer le tourisme durable avec de l'accessibilité. Donc c'est génial. Donc c'est génial. Okay. Tu es lauréat. Ce soir, tu vas recevoir une récompense du programme européen Yeti. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme? Alors le Yeti existe, Le Yeti existe. Donc, moi je l'ai vu dans Tintin. Donc le Yeti, c'est l'acronyme de Youth Ecotouristic Initiative. Donc des initiatives de jeunes qui sont lancées dans l'écotourisme. Donc nous, ça a été la grande surprise. Puisque du coup, on a lancé la plateforme le temps de reconstruire un peu les réseaux, puisque du coup on est reparti un peu de zéro. Et du coup on s'est dit allez, soyons fous écotourisme, on va au moins essayer de se faire connaître. Et puis il faut savoir qu'il y a eu 28 participants de 12 pays, donc ça fait quand même du monde qui ont concouru. Et puis de voir que Active Andy a gagné, donc on s'est rendu compte qu'effectivement on avait une dimension en dehors de nos frontières et qu'effectivement le tourisme, l'écotourisme, d'avoir un tourisme plus, alors j'ai pas envie de dire plus petit, mais moins de masse, du coup avec des choses plus respectueuses, c'est des choses qui plaisent. Et puis du coup on le voit encore quand on échange avec les gens de nos pays. Là on a échangé avec un ami de Malte ou de Tunisie, et du coup ils se disent mais oui, mais en fait je suis de plein pied, donc je pourrais accueillir des gens. Et du coup ça nous permet d'ouvrir de nouvelles frontières, de nouveaux champs de possibilités, de partenariats et puis de rencontres surtout. Super, on va célébrer. Champagne. Bonsoir Lina. Bonsoir François. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ton activité? Alors je suis infirmière de formation de base, mais au bout de 28 ans d'infirmière, je me suis reconvertie, je suis équithérapeute. Il existe des formations pour travailler avec les chevaux et généralement un équithérapeute travaille dans le champ du handicap. Donc j'accueille régulièrement des établissements de santé qui m'adressent des enfants en situation de handicap. Alors de quelle manière l'équithérapie aide justement ces enfants en situation de handicap? Alors, de tas de manières. Déjà, c'est une activité qui est corporelle, c'est-à-dire que pour des enfants en grande difficulté, que ce soit l'autisme, que ce soit les retards de développement, retards intellectuels, on a besoin de mobiliser au niveau du corps, au niveau corporel. Donc ça, c'est grâce au biais du cheval qu'on arrive à remobiliser le corps. De quelle manière tu penses que ton activité
a des liens avec ce qu'on appelle aujourd'hui, lors de ces rencontres d'Ephimed, l'écotourisme? Alors je dirais que le lien évident, c'est le contact avec le vivant. Je parlais du corps tout à l'heure, un animal, un cheval notamment, c'est un des rares animaux à pouvoir nous porter, nous reconnecte complètement avec la nature. On est sur son dos, il est en mouvement, il réagit à notre présence, à notre comportement. Et là, on est à nouveau ancré, je parle pour les enfants que je suis, on les reconnecte complètement au vivant, on les ancre littéralement dans le réel. Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin systématiquement d'avoir un handicap, d'être en situation de handicap pour justement pouvoir vivre ce genre d'expérience? Alors, je parlais du handicap parce que c'est les personnes que j'accueille majoritairement, mais pas que. Depuis quelques années, je reçois malheureusement des personnes victimes de traumatisme, de psychotraumatisme. Il y a même de très très jeunes enfants qui sont victimes d'abus, de négligence ou de maltraitance. Là, on est dans un autre champ, mais là encore une fois, la nature et l'animal, le vivant, les aident vraiment pleinement et bien évidemment ça s'adresse aussi aux adultes. J'ai d'autres personnes que je reçois qui sont sur une difficulté passagère de leur vie, un décès, une maladie, une séparation, on peut tout imaginer ce que nous réserve la vie, et là aussi la reconnexion à la nature nous aide énormément. Quels sont les grands apprentissages, les grands moments que tu as vécus grâce à l'équithérapie? J'ai envie de dire, presque tous les jours, je découvre une facette de mon métier qui est magnifique, non seulement par rapport à ce que nous renvoient les personnes, enfants et adultes, que je reçois, et qui sont vraiment complètement dans leur humanité. Et en même temps, il y a cette complicité avec l'animal, et il faut le vivre. C'est difficile de mettre des mots dessus, il faut vraiment le vivre de l'intérieur, et tous les jours, je m'émerveille. Merci beaucoup, Lina. Merci François. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion, en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.